Bonjour, bonjour. Oh là là, c'est trop beau, je suis ici avec André Stern, que vous connaissez certainement déjà. André Stern n'a jamais été à l'école depuis tout, donc ouais, jamais quoi, jamais. Jamais. Et puis tu as appris vraiment plusieurs métiers, donc non, déjà pour nous situer, on est ici à Landau, donc il parle combien de langues? Bien aucune. Français, allemand, probablement anglais, probablement espagnol et même Tokipona. Tokipona. Ah, il va falloir que vous googliez là, que vous cherchiez sur Google. Tokipona. Ok, d'accord. Donc voilà, en fait tu les as tous appris par ta propre volonté d'apprendre des langues. De toute manière, j'ai la chance de ne connaître que cette configuration-là, et ce n'est pas un mérite personnel. Mais les langues, quand ce n'est pas un devoir scolaire, les langues s'apprennent comme nous avons appris notre langue maternelle. Il ne faut pas oublier que notre langue maternelle, nous l'avons appris sans enseignement, sans leçon, sans didactique. Mais pas seul, nous l'avons apprise parce qu'il y avait des gens autour de nous qui pratiquaient cette langue et qui la parlaient avec nous. Et c'est une prouesse que nous faisons avec notre cerveau de jeune enfant, parce qu'au début, on ne sait pas à quoi sert la langue. On entend une mélodie qui sort des gens, mais on ne sait pas à quoi elle sert. Et puis on remarque qu'il y a des grumeaux dans cette mélodie, et que parfois, certains grumeaux qu'on commence à reconnaître viennent toujours pour accompagner une action ou un objet ou une personne. Et donc on se dit, tiens, si je reproduis ce grumeau sonore, est-ce que le même objet va apparaître, ou la même personne, ou la même action va avoir place? Et c'est comme ça qu'on construit, tu vois, maman vient et elle est absolument ravie que tu l'aies dit, et donc du coup, tu as compris qu'il y a une liaison entre un lien entre ce grumeau sonore, maman, et la présence de ta maman. Et c'est une incroyable prouesse du cerveau, et ça on l'a tous et toutes faite, cette prouesse, sans enseignement, sans didactique, à un moment qui nous était propre, à un rythme qui nous était personnel, personne comme une autre, mais on ne l'a jamais fait seul. On l'a fait parce qu'on était entouré de gens qui pratiquaient cette langue et que ça allait de soi de la pratiquer également. C'est la même chose pour lire, écrire, compter. Et donc du coup, quand tu dis tu les as apprises ces langues parce que tu l'as voulu, j'ai appris ces langues parce que c'était les langues que parlaient celles et ceux avec lesquels j'avais envie d'être en lien. Et là, la langue là que tu disais, le Tokipona, ouais. C'est une langue, c'est ce qu'on appelle une conlangue, c'est-à-dire une langue construite et inventée par une dame, Jan Sonia, qui a eu l'idée de construire une langue sans mots. C'est une langue prononçable par tout le monde, avec le choix délibéré de n'utiliser que des lettres et des sons que tout le monde, quelle que soit sa langue maternelle, puisse prononcer, et en plus d'un vocabulaire d'une centaine de mots seulement. Tu veux dire un mot? Tokipona Ponatawami. Tokipona Liponatawami. Et ça veut dire que j'aime parler Tokipona. Merci. Merci à toi. Et raconte-nous aussi les métiers, parce que moi j'avais compris quelque chose, et ça c'est aussi grâce à toi. Donc en fait tu es pour beaucoup de beaucoup de gens par rapport à ce que tu amènes dans le monde, de comprendre que si un enfant en fait, et toi tu as vécu une histoire un petit peu pareille, si on lui donne en fait un Lego dans la main, et puis à un moment donné ça devient du bois, et ça devient en fait un enfant peut avoir 10 ans et être quelque part architecte parce qu'avec plein d'enthousiasme il a appris un métier. Et toi c'est quelque chose de similaire que tu as vécu. Tu étais un jour chez un mécanicien, c'est juste, et puis tu as voulu apprendre chez lui comment on construit quelque chose. Tu veux nous raconter cette histoire? Alors il y a plein de cas comme ça, mais par exemple un exemple plus récent, j'ai voulu devenir luthier. J'ai voulu apprendre à construire des instruments de musique parce que j'avais vu ça dans un film, et que moi qui étais musicien, ça allait de soi. Moi qui ai toujours construit et réparé des choses, ça allait de soi de vivre et de pratiquer la lutherie. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je suis allé voir des gens et je leur ai dit, est-ce que vous me montreriez votre métier? Et tous m'ont dit non.
Tous m'ont dit il faut d'abord faire un cursus académique, scolaire, et apprendre d'abord la menuiserie, puis l'ébénisterie, puis la lutherie violon, puis la lutherie guitare, et puis tu reviens chez nous en tant qu'apprenti dans 10 ans. Et moi, je voulais aller un chemin plus rapide et un raccourci. Et les chemins conventionnels ont toutes leurs valeurs. Si c'est le choix que tu fais, j'aurais pu décider, je fais ce cheminement-là, comme je peux décider demain de devenir médecin et de passer par toutes les étapes et tous les examens et toutes les accumulations académiques nécessaires pour faire le chemin académique. Et puis je peux aussi aller à la recherche de chemins alternatifs dont j'ai toujours fait l'expérience pour la plupart des métiers. Et donc j'ai cherché un raccourci, j'ai cherché un autre chemin. Et un jour je suis arrivé chez un monsieur, un luthier à Cours en Suisse, dans la capitale des Grisons. Et j'ai poussé sa porte et après avoir essuyé, 20 refus, je lui ai demandé est-ce que vous voudriez me montrer votre métier, et il m'a dit oui. Lui qui avait dit non à tout le monde, donc ça veut dire qu'il y a une alchimie, il y a une histoire qui s'est produite à ce moment-là. Tu avais quel âge ? 23 ans. Et là, ce qui est intéressant, et c'est pour moi la métaphore parfaite du maître, il m'a répondu oui, je peux tout te montrer, je vais tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre. Et ça, c'est vraiment la métaphore du maître. Je peux te montrer, mais c'est toi qui apprends. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a montré. Et je suis devenu luthier à ses côtés en moins d'une année. Et après, on a travaillé en partenariat. Donc oui, il y a des chemins alternatifs, il y a des chemins alternatifs pour tout. Et ça, c'est la manière naturelle de l'enfant. L'enfant, quand il est pris à la gorge par un enthousiasme, voilà, mais c'est vraiment ça. Il n'y a plus de portes qui restent fermées face à un enfant enthousiaste. Les portes s'ouvrent, les gens et les portes s'ouvrent, les portes et les gens s'ouvrent. Et parce que réaliser le rêve d'autrui fait aussi partie de nos rêves. Et que quand c'est un enfant, on est prêt à se plier en quatre pour l'aider à réaliser ses rêves. Et donc pour moi, c'est vrai que Bernie, mon maître luthier, est une parfaite métaphore parce qu'il n'a pas cherché à m'enseigner le métier, il m'a dit je te montre et c'est toi qui apprends. Et c'est comme ça en tout cas que moi j'ai tout appris dans ma vie. C'est merveilleux. J'ai un exemple aussi, il y a votre cercle de vie que je t'avais montré le projet à Châteaudet. Et là, il y a le fils, Laurent, qui n'a jamais été à l'école, mais qui est aujourd'hui, qui a 16 ans et puis qui est agriculteur. Et il a, à un moment donné, il s'est dit, j'aimerais bien maintenant faire un apprentissage. Et c'est lui qui était chez les différents agriculteurs pour demander qu'est-ce que tu m'offres. Oui, donc on fait quelque part de qu'est-ce que je peux apprendre chez toi. Et avec ça, il va choisir où il va. Et ça, je trouve juste, c'est le contraire de ce qu'on vit, en gros. Disons que c'est beaucoup plus présent dans notre monde que nous ne voulons le croire. On nous fait croire qu'il n'y a qu'un chemin, c'est le chemin académique, alors qu'en réalité, la plupart des progressions se font de la manière que tu viens de décrire. On fait des rencontres, mais les rencontres, pareil. Un enfant enthousiaste, ça... La masse d'enthousiasme d'un enfant incurve le temps, l'espace et le destin. J'ai vécu des scènes incroyables qui tiennent du miracle et qui sont dues à cette influence gravitationnelle de l'enfant enthousiaste sur son monde. Et il attire à lui les personnes qui vont l'aider, comme ces personnes qui vont l'aider sont aussi les personnes auxquelles il va être utile. Parce que par exemple, il fait renaître la passion en eux, ou parce que par exemple, il voit leur valeur et leur dit, toi qui te sentais devenu un accessoire de ta propre vie, je vois ton essentiel. Et c'est ton essentiel dont j'ai besoin. C'est de ta compétence et de ton expertise dont j'ai besoin pour moi-même atteindre mes buts. Et du coup, la personne en face se sent vue et admirer ce que nous voulons toutes et tous. Et du coup, ça devient une relation entre deux personnes qui se donnent et qui prennent mutuellement, qui échangent de l'énergie et de l'amour. C'est la définition des relations et de l'enrichissement mutuel. Enrichissement mutuel qui ne peut avoir lieu que grâce à la diversité. Si toi et moi, on sait la même chose, on voit la même chose, on habite au même endroit, on a le même âge,
on n'a pas de raison, on n'a pas de terrain sur lequel s'enrichir mutuellement. C'est nos différences qui nous enrichissent. C'est quand toi et moi, ensemble, pouvons faire des choses que nous ne pourrions pas faire seuls, que les relations prennent tout leur sens. Et après, aujourd'hui, tu disais encore deux choses justement par rapport au jeu et par rapport à l'enthousiasme. Si peut-être tu pourrais encore dire un mot par rapport à ça. Le jeu et l'enthousiasme. Apprendre il y a un grand malentendu au sujet d'apprendre. Apprendre, nous pensons que c'est quelque chose qui se fait, souvent sous la contrainte, et ça, c'est apprendre par cœur. C'est-à-dire l'empilement froid d'informations, en général qui ne nous intéressent pas et que nous ne comprenons pas. Et qu'on ressort jamais après, on se rappelle. Et de manière, on les oublie. Ouais. On les oublie parce qu'une information engrangée de cette manière-là ne peut pas être retenue par notre cerveau parce que notre cerveau n'est pas fait pour retenir des informations. Notre cerveau est fait pour résoudre des problèmes. Et si pendant que nous cherchons une solution à un problème, nous rencontrons une information qui nous permet de résoudre ce problème, alors notre cerveau comprend cette information et la mémorise. La comprend et la mémorise. C'est ça. Parce que cette information nous a concernés directement. Et autrement dit, quand nos centres émotionnels sont activés, nous comprenons l'information, même si elle nous est mal présentée, et nous l'enregistrons. Et pour toujours en plus. Ça, on n'oublie pas. Et ça, c'est la grande différence entre apprendre et apprendre par cœur. Et c'est pour ça que je le résume en disant, apprendre est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Apprendre est quelque chose qui nous arrive. Bon, alors on pourrait se dire, comment activer ces centres émotionnels ? Eh bien, on ne peut pas les activer. Aucune activité, aucune substance, aucune pratique ne permet d'activer nos centres émotionnels, sauf une, le jeu, jouer. Et jouer nous met immédiatement dans l'état dans lequel nous sommes susceptibles de comprendre et de retenir toutes les informations que nous rencontrons. Or, jouer est le désir, la préférence, le penchant de nos enfants. Si ça ne tenait qu'à eux, ils ne feraient que jouer. Dès que nous les laissons tranquilles, ils jouent. C'est-à-dire qu'ils se consacrent naturellement, instinctivement, à la seule activité humaine qui nous permet de comprendre et de retenir toutes les informations que nous rencontrons. C'est renversant comme information. Wow. Et l'enthousiasme dont j'ai parlé aujourd'hui, l'enthousiasme, c'est cette énergie qui nous donne des ailes, c'est celle qui nous permet, c'est celle qui nous permet de déplacer des montagnes, c'est celle qui nous rend capables de tout. L'enthousiasme n'a rien à voir avec la joie, on confond trop souvent, mais la joie s'arrête là où commencent les difficultés, la peine et les larmes. L'enthousiasme va te porter au travers des difficultés jusqu'à tes buts. L'enthousiasme, c'est ce qui caractérise toutes les histoires que nous aimons. Ils ne savaient pas que ce n'était pas faisable, alors ils l'ont fait. L'enthousiasme est l'état natif de nos enfants. L'enthousiasme est ce qui nous permet de nous connecter à notre génialité, puisque dans ce qui nous enthousiasme, nous sommes toujours géniaux et géniaux. Et quand nous connectons à notre génialité, nous nous connectons aussi à notre indispensabilité pour le monde, parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ton expertise, et ton expertise n'est que l'effet secondaire de ton enthousiasme. Et l'enthousiasme, il est en nous, on ne peut pas le faire, mais on ne peut pas le détruire. On l'a oublié, et c'est comme dans la méditation, il ne s'agit pas d'obtenir un nouvel état, il s'agit de libérer un état existant de tous les nuages et les rideaux qui lui pendent devant. On fait la même chose avec l'enthousiasme qui est en nous. Et peut-être qu'une conversation comme ça suffit à lever un coin du rideau et tout d'un coup on revoit ce paysage intérieur de l'enthousiasme et on ne peut plus l'oublier parce que c'est notre force motrice. C'est ce qui différencie finalement au total l'effort consenti de l'effort subi. L'effort subi, on a d'ailleurs créé un culte de l'effort pour le justifier, n'est pas le même que l'effort consenti, c'est-à-dire tu sais que demain tu auras des courbatures partout mais tu es porté par tout l'enthousiasme et tu le fais. Tandis que la même chose serait une torture sans enthousiasme. L'enthousiasme nous libère de l'effort subi. Et nous connecte en même temps à notre médecine, quelque part à notre unicité aussi. Ah ben ça de toute manière, à notre unicité, à notre continuum, mais vraiment par-dessus tout, à notre utilité, voire notre indispensabilité au monde. C'est-à-dire la recherche de sens. Merci. Merci à toi. Il y a encore une phrase que tu dis toujours. Tu veux bien encore nous l'offrir ? Il y en a plusieurs, mais celle qui change tout, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Ce qui nous libère du « je t'aime, virgule, mais je t'aimerai davantage si », qui conduit à cet enfant blessé que toutes et tous portent en eux, parce que c'est ce que nous avons tous entendu depuis toujours.
Et puis alors que nous voulions toutes et tous entendre « Je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et je ne connais pas de meilleure manière d'exprimer la confiance inconditionnelle. Et finalement, il s'avère qu'il ne peut pas y avoir d'amour inconditionnel sans confiance inconditionnelle. Et il s'avère que ce « Je t'aime parce que tu es comme tu es » est susceptible de changer le monde. Exactement. Si toutes les salles d'école, si toutes les... En fait, ce sera comme ça, les enfants seront réunis, seront accueillis. Ça, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si les enfants qui passent le seuil de ta classe ressentent que dans cet endroit, à cause de toi, ils peuvent cesser de plaire à quelqu'un, correspondre aux attentes de quelqu'un, répondre aux diverses injonctions, etc., mais qu'on les aime parce qu'ils sont comme ils sont, c'est une libération. Et il est probable qu'ils ne rencontrent cela que dans ta classe, que ce jour-là. Et donc, oui, c'est à désirer. Merci pour toi. Merci à toi. Merci. On peut le trouver, andrestern.com. Voilà. Donc, c'est là qu'on me trouve. Avec toutes les activités, tes déplacements mes et tout ça. Et mes livres. Merci, et mes cours. Merci à toi. Merci André, t'es merveilleux. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. Bedingungslose Liebe kann es nur geben, wenn es bedingungsloses Vertrauen gibt. Und bedingungsloses Vertrauen in unsere Kinder und schlussendlich in uns, denn wir sind ja gebliebene Kinder, kann man nur mit diesem einen Satz ausdrücken: Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und dieser Satz bewirkt Wunder. 8 Milliarden Menschen sind wir jetzt, geliebter Planet, blaue Perleninsel im Sternenozean.